Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA, essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de la formation Sum. Là, les gars, je m'excuse, je sais pas comment prononcer votre nom. Très bien prononcé. Tu l'as très bien prononcé, Sum. Sum, yes. Les gars, je vous laisse vous introduire, nous dire qui vous êtes, comment que le Ben a commencé, puis on vague là-dessus après. Ouais, vas-y, avec plaisir. Bah déjà, Alex, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là avec toi, de pouvoir un peu parler du groupe. Ouais, c'est un plaisir. Moi, c'est Piotr. Je suis à la basse. Je vais laisser les amis se présenter. Et moi, c'est Fred, je suis à la batterie. Et moi, c'est Gaspard et je m'occupe des vocales. Alright. Pauline pour aujourd'hui. Donc, on est trois Français, trois expatriés. Oui. Ouais, ça lague un peu. Ouais, donc on est trois Français expatriés à Montréal. Et la spécificité du groupe, c'est que justement, on a que de la basse, pas de guitare. Donc basse, batterie, chant. C'est un truc qu'on a voulu faire depuis le début. Okay. Tous les trois, on se connaît depuis un moment. On se connaissait déjà à Paris, en fait. On est tous les trois de Paris à l'origine. On avait des groupes séparés et on faisait des concerts ensemble, on se connaissait de vue, mais on n'avait jamais fait plus connaissance que ça. Puis en fait, on s'est retrouvés à Montréal un peu par hasard, à un concert de Dope Throne. Et voilà, et en fait, on a commencé à discuter. Moi, j'avais ce projet de groupe, j'en ai parlé à Gaspard qui avait envie de chanter, Fred qui était là, qui faisait de la batterie, qui fait du son aussi. Et en fait, de fil en aiguille, on s'est mis à jouer ensemble. Puis c'était une période un peu difficile le moment où on a commencé parce que c'était en plein pandémie, donc on était vraiment coincés en studio. C'était pas évident. C'est toujours le fun, ça. Ouais. Comment disons, on a puis peut pas rien exploiter vraiment. Là. C'est ça. En fait, on a dû être créatif, tu vois. On a dû réfléchir parce que normalement, nous, ça fait des années qu'on fait de la musique, donc d'habitude, on suit un peu le schéma habituel. Tu fais tes morceaux, tu répètes, tu fais des concerts, tu rencontres des gens en concert et ainsi de suite, tu sors un disque. Mm-hmm. Et là, on a dû faire tout un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait, on était coincés en studio. On s'est retrouvés à devoir apprendre à utiliser Instagram, utiliser Facebook, faire des streams, à réfléchir à comment on va rencontrer notre public. Donc, ça nous a forcé à être créatifs, quoi. Ah oui, clairement. Puis, pour de vrai, ça s'entend. Là. Ça s'entend. C'est très, très, très bon. J'ai vraiment aimé ça, découvrir votre genre, parce que c'est pas un genre que je suis super familier. Je peux vous laisser le décrire un peu, le style de musique que vous faites. Là. C'est un son, là, j'ai vraiment trouvé ça très particulier. Justement, il n'y a pas de guitare, mais la mélodie est folle raide. Là. La basse est vraiment bonne. Là. Puis toute ça chante super bien. Puis on peut à la limite vraiment l'oublier là, que tu sais, souvent la guitare ça prend le lead, ça prend le devant sur la majorité des instruments. Puis le fait qu'il n'y en ait pas, on dirait que il en faudrait même pas là. Ouais. Déjà, merci. Je vais laisser Fred répondre parce que c'est lui qui est vraiment responsable du son et on sorte que ça sonne aussi bien, tu vois.
Ouais, bah écoute, le secret à la base, c'est en fait d'avoir une basse qui joue à la fois sur un ampli basse classique, et Mhm. puis en fait, en parallèle, on attaque aussi un ampli de guitare. Donc en fait, ce qui fait qu'on est capable, juste avec juste Piotr qui joue à la basse, d'avoir un peu les deux sons qui se mélangent, donc le son plus le sub de la basse et puis plus les aigus de la guitare. Et puis après, on a des combinaisons on a un switch où on peut faire par exemple seulement le son de basse pendant un moment, Ah pendant ouais. juste un pré-refrain, et puis quand t'as le refrain qui arrive, on rajoute la guitare par-dessus. Et puis on a aussi des petites pédales de fuzz qu'on met aussi pour épaissir davantage. Et en fait, ça marche vraiment bien. Après, c'est bien que ce soit tu sais, des amplis qui sont connus, tu vois, genre on utilise des Orange, à l'occasion des Mesa Boogie. En fait, comme c'est attaqué par une basse, juste le timbre, il est complètement différent, quoi. Donc c'est hyper intéressant, juste sur le timbre de l'instrument et tout. C'est vraiment, ça fait du coup un son genre stoner sludge que t'entends pas. C'est pas la guitare dans le Orange, quoi. Ça sonne vraiment différent et du coup c'est quelque chose avec lequel on Ça fait un explore. son unique, là. Ouais, ouais, et puis du coup, ça ouvre plein de portes. Comme il n'y a pas trop de références, tu vois, c'est l'occasion de faire des tests, des essais. Donc, tu vois, par exemple, notre premier EP qu'on a fait, là, Summer of Some, on avait fait un enregistrement live à l'époque. Mhm. Donc, avec un genre ampli basse à droite dans le mix et puis ampli guitare à gauche. Après, on a fait notre premier album Witherhouse, on a fait genre 4 prises. Donc, on était capable de faire deux guitares gauche-droite, deux basses gauche-droite. Et puis là, avec notre dernier EP Blueberry Cash, on a fait encore un autre système. Et à chaque fois, tu sais, ça sonne complètement différent. Et donc, ouais, c'est le fun. Ah ouais, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai trouvé, c'est vraiment, vous avez un son, tu sais, complètement unique, là. C'est ça qui est le fun, que ça l'amène à ça. Puis, est-ce que ça a été un peu compliqué, justement, de trouver la façon de, tu sais, le son que vous vouliez avoir par rapport à la bass, justement, à travers tout le processus, là, parce que trouver les bons amplis qui fit très bien ensemble, les bonnes pédales, tu sais, tout ce que vous voulez avoir pour trouver, justement, le son idéal pour vous. Ouais, bah, c'était au tout début, en fait, quand on avait commencé, au tout début, je passais juste par l'ampli basse. En fait, j'avais cette idée de faire le groupe que basse batterie, mais on s'est vite rendu compte que juste basse, avec peut-être une wah-wah de temps en temps, en fait, c'est un peu limité, tu vois. Tu sais, Mhm. tu manques de nuances, tu manques de profondeur. Donc, ouais, on a passé un bon moment, en fait, à tester un peu le matériel. Tout d'abord, avec le setup, avec les pédales, puis ensuite avec les amplis. Et c'est vrai qu'il y a certains amplis qui marchent bien, là. On a un gros ampli basse, là, une espèce de vieux, l'énorme Roland là, qui marche super bien pour le son basse. On a un Orange qui fonctionne bien pour le son plus guitare, plus aigu. Là, on est assez satisfait, mais on va continuer à bosser. Tu vois, on veut quand même encore prendre un step, mais on est pas mal satisfait de ce qu'on a là maintenant. Ouais. Mais c'est ça, je trouve ça, tu sais, on voit souvent, mettons, tu sais, là, il y a eu une grosse popularité là, des duos là, de guitare-drum. Puis, tu sais, veut pas, les sons finissent un peu par se ressembler, même si les genres, les arrangements sont différents, mais ça reste une guitare qui passe dans un ampli de bass, qui passe dans un ampli de guitare aussi. Mais de voir l'inverse, je trouve ça vraiment cool. Puis, ça marche avec le style quand même violent de votre musique, tu sais, avec la voix justement de Gaspard, tout ça, tu sais, tout marche super bien ensemble, là. C'était super plaisant à découvrir pour de vrai, là. J'ai eu bien du fun à écouter ça aujourd'hui, là. Ouais, merci beaucoup, c'est cool. Puis, justement, comment que ça se passe un peu la composition, tu sais, dans le band, tu sais, comment les chansons s'écrivent, se forment. Ben, généralement, en fait, je démarre, enfin, je commence par maqueter les titres. Ok. Je programme une batterie très très simple. En fait, c'est surtout histoire qu'on puisse gagner du temps au début, tu vois. Donc après, on écoute tout ça ensemble. On se fait un peu des sessions, tu vois. On écoute un peu les morceaux, s'ils nous conviennent ou pas. Ce qu'on décide de continuer, bah, avec Fred, on bosse plus la musique. Puis avec Gaspard aussi, on réfléchit un petit peu, tu vois. On va rajouter des subtilités à la batterie. On va retoucher un peu la structure. Et une fois qu'on est satisfait de la musique, on va mettre une couche de chant, et là, c'est la magie de Gaspard qui opère. Yes. Puis, puis justement, est-ce que ça a été un nouveau défi, justement, de composer un peu plus en solo? Tu sais, vis-à-vis de la pandémie, ça a été plus compliqué de faire les jams, puis tu sais, vous pouviez pas vraiment vous réunir là, pendant un Ouais, certain bah, moment, puis le band est nouveau.
Bah, c'est vrai qu'au début, en fait, ce qui nous a permis d'avancer assez vite, au tout début, c'était j'avais maquetté les titres. Fred a pu travailler les batteries très très vite. Donc, avant qu'il y ait le lockdown, vraiment, on a pu répéter. Et ensuite, tu te rappelles comment c'était. En fait, tous les 3 mois, les règles changeaient. Il y avait des couvre-feux, pas couvre-feu. Ça nous rendait fous. Et donc, à un moment, ce qu'on a décidé, c'est bon, on va investir un petit peu. On a trouvé un local au mois. On s'est acheté notre matériel, puis comme ça, maintenant, on voulait devenir indépendant et qu'on puisse vraiment répéter quand on veut. Même quand il y avait le couvre-feu, tu vois, voilà, on allait s'enfermer au studio, puis on pouvait bosser tranquillement, tu vois. Ok. Mais ouais, il a fallu se motiver parce que, à un moment, en fait, pendant le confinement, ouais, c'était dur, tu vois, on avait envie de faire plus de musique, on avait envie de faire plus de choses, et tu vois, on se sentait bloqué, c'était frustrant, quoi. Ah ouais, c'est clairement, là, c'est... Surtout quand vous sortez du matériel, c'est la chose logique, c'est d'aller le présenter puis de le montrer au monde. Puis là, écoutez notre vidéo live, puis ça, vous avez dit, vous avez dû vous adapter à utiliser Instagram, Facebook, les réseaux sociaux. C'est-tu de quoi que c'était comme faisait peur un peu de se lancer là-dedans parce que c'est quand même c'est une nécessité d'affaires là, même moi là, ça fait 5 ans que je fais le podcast je comprends rien aux algorithmes là. mais en fait ça fait partie en fait en tant que groupe ça fait partie des choses que tu dois faire mais en vrai c'est un peu chiant tu vois mais c'est nécessaire et c'est vrai que on va dire que les côtés positifs par exemple, on a pu rencontrer énormément de gens aux 4 coins du monde. C'est des choses qu'on faisait pas avant. Avant, quand on faisait notre groupe, on avait juste notre public local. Là, on a des gens qui nous suivent en Allemagne, aux États-Unis, en Angleterre. On a des amis en Malaisie maintenant, en Indonésie aussi. Enfin, tu vois, on a fait un stream avec un groupe indonésien. Enfin, tu vois, ça c'est aussi grâce aux médias sociaux. Donc il y a quand même des côtés positifs. Mais c'est juste que ça prend beaucoup de temps. Ah ouais, hein, c'est fou ça. Puis c'est de quoi que je répète souvent à des gens qui m'approchent, là, qui veulent se partir un podcast, là, justement. Là, puis, j'aimerais ça, là, me faire un podcast. Ouais, t'es-tu prêt à investir tout le temps, là, parce que t'es pas Mike Ward, là, t'as pas déjà 100 000 personnes qui te suivent, que tu vas sortir quelque chose qui vont être là. Faut que tu builds ton public, faut que tu builds toutes tes affaires. C'est de l'investissement, puis ça, c'est même pas te préparer pour ton entrevue ou préparer pour ton épisode, là. Non, en fait, t'as vraiment intérêt à aimer ce que tu fais, quoi. C'est essentiel. Ouais, c'est de la passion, hein. Ouais. Et puis, mais j'ai l'impression qu'à un moment, quand même, le public le sent quand t'es vraiment à fond. En fait, et ça revient, tu vois. Enfin, les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Si tu fais ça sincèrement, je pense que ça, quand même, il y a une relation d'échange. Ouais, vraiment. Puis, c'est quoi qui vous a amené à venir à Montréal, justement? Je pense qu'on a tous des raisons différentes. Gaspard, qu'on t'a pas beaucoup entendu, si tu veux. Bah écoute, moi c'est simple, hein. J'avais envie de changement, tu vois. On était sur Paris, j'aimais beaucoup la scène parisienne et tout ça, c'était très sympa. Mais envie de changement, des opportunités professionnelles aussi. Okay. Moi, ma vie elle a changé depuis que je suis ici, tu vois. Je suis arrivé, j'étais cuistot, cuisinier. Bon, là maintenant, aujourd'hui, j'ai réussi à opérer un move de brasseur. Okay. Et au Québec, ça va vite là, tu vois, genre tu sais, on te fait confiance, si tu bosses bien, que tu t'acharnes. Encore une fois, c'est une question de travail. Ça rejoint ce qu'on disait juste avant. C'est si tu bosses et que tu es prêt à faire les efforts, écoute, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu vois. Ouais. Donc, moi, le Québec, c'était un choix. On te perd. On est en train de te perdre. Non, on a de l'autotune. Désolé, ma connexion va flinguer. Yes, puis toi, Fred, qu'est-ce qui t'a amené à venir? Alors moi dans mon cas c'est un peu finalement c'est un peu aussi une histoire comme ça parce que je suis arrivé en fait dans un incubateur à Montréal là pour j'avais envie de monter une boîte puis doucement là ça fait 4 ans que je suis là les pièces se sont montées ensemble et là maintenant on est 25 et tout donc c'est tu vois ça c'est une belle histoire aussi quoi donc
Ouais, Montréal, il y a beaucoup d'opportunités dans tous les domaines, hein. Donc franchement, je suis vraiment content d'être venu ici. Et puis c'est aussi l'état d'esprit est complètement différent. Enfin moi de façon générale, je trouve ça plus chill, plus apaisé, tu vois. Même la relation entre les gens, je trouve la société est plus apaisée ici, tu vois. Donc c'est quand même plus plaisant à vivre. Et puis voilà. Et puis même le temps, tu vois, le temps on sent passer les saisons, tu vois. Il y a vraiment de la neige, il fait vraiment. C'est pas du gris tout le temps comme Paris, tu vois. Donc c'est plein de choses. Québec. Ouais. C'est vrai. Ah oui, justement, notre personnage Mystérieux Mystère, on avait un band français qui s'appelle Despise the End qui nous avait contacté, qu'on a fait une entrevue avec eux, puis il faisait comme moins 29 dehors, puis Mysterio, lui, c'est un gars, il est tout le temps, tu sais, il a un masque de lutte, il est en bédaine, puis là, il était dehors, puis là, il leur montrait la neige, tu sais, puis il était content de leur montrer la neige, puis il y a des fauteuils partout ici, puis là, il était assis, moins 29 en chest dans la neige, genre, ouais. Oh my god, mon gars, t'es fou, raide. Mais tu sais, en France, mais genre quand il neige, mais peut-être il fait genre moins 1 ou 2. Ah ouais, c'est le chaos. C'est les informations débutent, c'est le gros titre, il a neigé, tu vois. Ah non, mais moi ça me fait toujours rire. Il y a l'émission, je sais pas si vous la connaissez, Infoman, qui avait fait un reportage justement sur la neige en France, puis là, il leur montrait leur tactique ingénieuse pour ramasser la neige, puis c'était des râteaux en l'envers. Puis là, c'était la route est complètement gelée, il filme la route, il y a 4-5 flocons sur la route, mais c'est le chaos sur les rues. C'est comme, ouais, ici, là, il neige 30 cm, ah ouais, pelle, puis va t'en travailler. Ouais, mais, puis toi, comment t'es venu au Québec? Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est un peu similaire. En fait, moi j'ai déjà vécu à l'étranger avant. J'ai vécu au Japon pendant 5 ans. Oh, intéressant. Et puis, en fait, j'ai pris goût à voyager. Donc, quand j'étais au Japon, en fait, j'ai rencontré des Canadiens. Et ils m'avaient parlé du Canada, du Québec, en bien. Puis j'avais envie d'essayer l'Amérique du Nord. Okay. Et je suis d'abord venu à Toronto. J'ai pas trop aimé. J'ai appris à apprécier maintenant, mais sur le coup, j'avais pas trop aimé. Je trouve c'était un peu trop. Le changement était un peu trop brutal pour moi. Et Montréal, ça m'a plu parce que je retrouvais un peu mes repères latins, tu vois, européens. Ah ouais. Et en même temps, il y avait ce côté nord-américain, comme Fred en parlait tout à l'heure, où tu sens que les choses sont possibles, tu vois. Tu sais, le rêve, tu vas organiser un show. Un peu, tu sais. On peut en parler, mais là, on a fait une tournée en France. Ça a pris beaucoup de temps à organiser. Après, bon, on est très content, hein, on va pas se plaindre, mais c'était. On pouvait, comme on organise des shows à Montréal aussi, on a pu comparer un peu les deux. À Montréal, t'appelles la salle, tu fais salut, on voudrait mettre un hold sur ce jour-là. Ok, let's go, tu vois. Et ça va vite. Mm-hmm. Après, en France, là, c'était beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'aller-retour. C'est une autre mentalité, quoi. Donc, c'est vrai que ça, ce côté-là, à Montréal, on aime bien. Non, ouais. Mais c'est ça, puis on a une belle scène underground quand même à Montréal, très soutenue aussi. Il y a beaucoup de gens très impliqués là, qui est super le fun. Tu sais, comme là, on s'en va en fin de semaine, on fait un enregistrement live au Traxid à Montréal, qui est comme le squad punk de Montréal. Tu sais, j'ai super hâte d'aller là. Moi, ça va être la première fois que j'y vais. Là. Je suis vraiment excité. Là, ça va être malade. Nous, on a eu la chance d'y jouer 2 fois. On a beaucoup aimé. Ah ouais. C'est un voyage dans le temps. C'est génial. Ouais. Là, c'est clairement la meilleure scène de Montréal, quoi, moi je pense. Hein. Enfin, pour ma part, en tout cas. Quoi. Ouais, l'ambiance est incroyable. Ah, j'imagine. En tout cas, on va être là. On est 3 podcasts qui s'en vont enregistrer là, en fin de semaine. Là. J'ai bien hâte de découvrir ça. Tu sais, je connais beaucoup de choses de la scène underground à Montréal. Tu sais, j'ai grandi un peu avec ça, mais de là le vivre, là, c'est une autre histoire. Là. Non, mais je pense que tu vas aimer. Puis tu vas voir, en fait, il y a aussi une chose, c'est que le public est probablement en train de rajeunir parce qu'il y a eu le Covid, tu vois. Donc là, en fait, il y a un truc vraiment stimulant, c'est que tu vas en concert, t'as des gens très jeunes, il y a des plus vieux. Enfin, tout le monde est content d'aller en concert. Et le Trackside, c'est vraiment, on va dire, la salle où ça se mélange le plus. C'est vraiment excellent. Ah ouais, bah. Vous me hypez, là. Non?
Ouais, non, mais je suis sûr que tu seras pas déçu. Puis, justement, vous avez sorti votre nouvelle EP. Est-ce que vous voulez nous en parler? Comment que ça s'est passé un peu, les enregistrements, Yes! Oh, il se perd dans le background. Tasse-toi un peu vers la gauche, on le voit mieux, non? Mais ça, vous avez sorti ça il n'y a pas très longtemps. Comment que ça s'est passé un peu de toute l'aventure de cet album-là? En fait, on l'a sorti le 20 avril. En fait, je remonte un peu dans le temps. On a sorti l'été dernier, on a sorti notre premier album, Winterize, et qui a vraiment eu des très bons retours. On était vraiment agréablement surpris. Bon retour public, des bons retours de label aussi. L'album a été repressé en vinyle en Hollande, il est ressorti en cassette en Argentine, en CD au Japon. On a l'édition japonaise. Enfin, c'est vraiment cool. Tu vois, on était contents. Puis on s'est dit. Ouais, on n'a pas le temps de composer autant de chansons, mais on a quand même envie de sortir un projet. On a envie de garder l'énergie, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, on avait 2 titres qu'on avait composés initialement pour notre premier album, Winterize, mais on les avait pas mis dessus parce qu'on trouvait qu'au niveau de l'ambiance, en fait, Winterize, on voulait vraiment un album très hivernal, très froid, très lent aussi. Et puis ces 2 morceaux étaient un peu plus, j'ai envie de dire, un peu plus blues, d'une certaine manière, un peu plus ensoleillé. Et donc on s'est dit bon, on va les sortir séparément. Et puis on a rajouté une reprise du premier groupe de Gaspard. Et donc ça a fait un EP 3 titres. Puis on l'a enregistré un peu différemment aussi. Fred peut t'en parler. Ouais, donc c'était, on l'a enregistré en fait, on avait pris un peu les leçons de l'enregistrement de Winterize, parce que Winterize c'était, on a enregistré ça dans ce qu'on appelle notre Sum Cave là, notre salle de répète. Ouais. C'était assez difficile en fait parce que c'est un endroit qui est assez bruyant, c'était d'autres groupes à côté qui jouent, donc on devait venir genre soit à 5h du matin, soit le dimanche genre très tôt pour enregistrer, donc on a appris à être efficace quoi. C'est tu vois, on pouvait pas se mettre en mode métal. Très tôt le matin. Franchement, moi, c'est marrant parce que j'ai appris à me, tu sais, genre du coup, quand je fais la batterie, tu sais, j'avais pas genre une demi-heure pour me chauffer, tu vois. J'arrive, paf, je suis devant le set, faut que j'aille à fond, tu vois. Donc ça m'a pas mal servi, tu vois, à ce niveau-là. Et du coup là, pour notre EP Blueberry Cash, on a refait un petit peu les mêmes méthodes d'enregistrement, juste qu'on a été beaucoup plus efficace, qu'on allait encore plus vite. Sinon, on a réutilisé globalement, tu sais, genre les mêmes outils, genre les mêmes microphones, et puis les mêmes amplis. Après, ce qu'on a fait pour stopper, on voulait aussi avoir un peu un son, un regard extérieur sur notre production, parce que d'habitude c'était tout moi qui faisais l'enregistrement et le mixage. Donc on a fait mixer l'EP par Greg Dawson de Kingston en Ontario. Donc il a un studio qui s'appelle BWC Studio, donc qui est assez spécialisé dans un peu notre style de musique élargi, quoi, doomer, stoner, un peu dans ce style-là. Et donc du coup ça sonne assez différent. Et on est assez content du résultat, c'est un peu moins compressé, ça respire un peu plus. Et puis voilà, encore une fois, pour revenir à cette histoire un seul instrument qui attaque les 2 amplis, il a choisi une stratégie complètement différente pour mélanger les 2 ensemble en fait. Et ça s'entend, donc on a vraiment l'impression que c'est enregistré complètement différemment, alors qu'à la base c'est quand même toujours Piot, toujours sa basse, toujours ses amplis quoi. Donc c'était on est bien content du résultat là qu'on a eu sur parce que finalement c'était assez intense comme travail, mais on a fait ça assez rapidement en fait. On a bouclé le projet assez rapidement. Puis un des trucs sur lesquels on voulait bosser aussi, c'est en fait pour la sortie comme c'était le 20 avril 420, tu vois, on a voulu vraiment faire un merch un peu qui sort de l'ordinaire. Donc là, je sortais le vinyle. C'est vrai que le vinyle, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait on a fait une collaboration avec. Ouais. En fait, là on voit un tout petit peu. Ouais. En fait, on a fait une collaboration avec un tout petit label. Donc salut Mathieu, qui s'appelle Meumeu Musique. Et en fait, donc on a fait que 10 copies de ce vinyle. Ok. Et chaque copie est unique. En fait, elle a été. Là, les couleurs que vous avez vues, en fait, c'est Mathieu qui les a peints à la bombe, à la main. En fait, donc chaque exemplaire est unique. On a fait ça, voilà, j'ai préparé un petit peu le stock. On a fait la Blueberry Box, et donc qui reprend le motif avec le Grinder Sum. Je sais pas si tu es fumeur, mais voilà, on a fait un petit peu, on essaie de marquer un peu le coup, tu vois, faire un peu sortir de l'ordinaire, tu vois. Ouais, mais c'est une super bonne idée. Pour de vrai, j'ai vu un band aussi
qui ont sorti un album un peu plus stoner, Cancer Bass. Je sais pas si vous êtes familier avec ça. Puis ils ont sorti comme un bong avec comme en merch là, un bong pour fumer, qui est tout tagué aux couleurs du nouveau matériel. Ça c'est des bonnes idées parce que t'en as pas tout le temps. Je pense qu'il y a Pépé et sa guitare qui avait une pipe pour fumer aussi. C'est des cool affaires, puis c'est une belle boîte là, pour de vrai là. C'est bien fait, c'est beau. C'est pas gênant à voir là, quand chez vous. Là. Non mais voilà, on s'est dit bon, on va pas faire beaucoup d'exemplaires de ces objets, mais on va en faire quelques-uns. Puis en fait, c'est vrai que les gens qui nous suivent ont tout de suite acheté et ils sont contents, tu vois. Enfin, c'est cool. On a eu des bonnes réactions, ce qui a permis d'avoir des bonnes. Enfin, tu vois, quand les médias un peu ont refait des bonnes critiques dessus, tu vois. Puis je pense que ça a attiré l'œil d'avoir un joli vinyle ou une jolie boîte. Et ce qui nous a permis en fait d'arriver ensuite à la tournée en France, quoi. On a réussi un petit peu à avoir suffisamment d'intérêt pour faire cette tournée. Ouais, c'est ça. Vous avez, tu sais, comme tu disais tantôt, vous aviez avant quand vous étiez sur Paris vous aviez plus souvent un fanbase local puis tout ça. Ouais. Comment que ça s'est développé justement votre fanbase plus international, tu sais, puis c'était quoi votre réaction aussi de voir que justement là, au Japon, en Allemagne, un peu partout là, il y a des intérêts puis vous avez des écoutes de votre band, tu sais, c'est le fun, là, c'est des rêves qui se réalisent un peu là. Ouais, carrément. Bah ouais, nous on est comme des enfants dans un magasin de jouets, tu vois, on a des surprises tous les jours, on est content. Non, en fait, je pense que c'est surtout dû à, justement, au fait qu'on se soit intéressé un peu aux médias sociaux, on a beaucoup utilisé Bandcamp. Ok. Ouais. Et c'est vrai que Bandcamp, en fait, avant, on sortait juste dans nos anciens groupes, on sortait juste l'album sur Bandcamp, puis on le laissait mourir, tu vois, on s'en occupait pas. Alors qu'en fait, Bandcamp, ça peut être un très bon outil, et en fait, on a appris un petit peu, à l'utiliser, à utiliser les codes Bandcamp, à les envoyer aux chroniqueurs. Puis en fait, c'est vrai que de fil en aiguille, bah, les gens écoutent, partagent, et je pense que c'est dû principalement à ça. Puis il y a aussi l'avantage à cette heure des plateformes de streaming. C'est un peu moins avantageux monétairement, mais pour la visibilité, c'est le fun aussi pour ça. Là, la musique se transporte, tu tombes dans une playlist, c'est pas long que ça booste un peu partout. Mm-hmm. Ouais, c'est sûr. Puis qu'est-ce qui vous a... comment que ça a été de, justement, là, tu disais c'est un peu plus compliqué d'organiser une tournée en Europe puis tout ça. Comment que ça a été de s'organiser une tournée chez nous, en Europe, let's go, on retourne à la maison, on va faire des shows, revoir du vieux monde aussi, de vos gangs qui suivaient vos anciens groupes qui sont venus, découvrir des nouvelles places, tout ça, où vous avez pu aller jouer. Comment ça s'est passé? C'était génial. Bah, en fait, on avait des facilités, tu vois. Je pense qu'un des gros problèmes des groupes qui vont jouer à l'étranger pour les tournées, c'est comment avoir le matériel. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a des amis encore en France, donc en fait, on a pu emprunter des amplis. On n'a pas du tout transporté du Québec. Là, ça aurait été compliqué. Mm-hmm. Après, pour ce qui est de l'organisation des concerts, on avait un tourneur qui nous aidait, Spicy Tour Booking. Salut Hervé. Et lui nous a beaucoup aidé. Après, le truc, c'est qu'on a notre tournée, on l'a faite au moment où il y avait le Hellfest en France, et c'était un peu la saison des festivals. Okay. Donc en fait, il y avait très peu de salles qui étaient prêtes à prendre le risque de booker un petit show local, en sachant que les chances étaient fortes qu'il y ait personne dans la ville à ce moment-là. Et d'ailleurs, on a eu un cas comme ça. On a eu un cas où on a joué devant une personne. Ouais, ça là, ça fait mal. Moi là, parenthèse dans votre périple en Europe. Moi avant j'organisais plusieurs shows puis tout ça dans ma petite ville à Chambly, que moi je viens de Chambly. Puis je trouvais qu'il se passait rien, fait que je me suis mis à organiser des shows. Puis je travaillais à l'extérieur dans ce temps-là. Je faisais des runs de 17 jours de travail pour 4 jours de congé chez nous. Puis, à un moment donné, j'organise un show, ça coûte... en tout, ça me coûte comme 2000, le show, les chambres d'hôtel, les 3 bands, puis tout ça. Puis, il y a eu 8 personnes, qui sont venues voir le show. Puis, le pire dans tout ça, moi, j'étais à mon lieu de travail, fait que j'ai même pas vu le show. Ah, merde. Ah, ça a été comme dans mes derniers, là, je fais dans le gars, là, sacrement, là.
Moi, j'essaie de vous organiser des bons shows s'il y a personne qui vient, là, manger de la marde. Yes, fait qu'un show devant une personne, comment ça se passe un show devant une personne? Est-ce que vous trouvez la motivation de donner votre maximum pour cette personne-là ou c'est sûr que c'est dur? Là? Après, c'était pas le Centre Bell non plus, tu vois. On était dans un petit bar-resto là, assez charmant. Puis pareil, l'autre qui nous a accueillis, c'est un personnage aussi qui était, il était là, il était près du micro de Gaspard, il faisait des petits cris, il était comme un petit fou, tu vois. Puis on a rencontré aussi le groupe qui jouait avec nous. Donc pareil, on faisait un peu, c'est chacun, on va voir le groupe de l'autre. C'était des bons souvenirs. Franchement, on n'a pas perdu notre temps. Là, tu te supportes, là. Ah ouais, voilà, tu vois, franchement. Puis pareil, les bières servies largement par l'autre, tu vois. Donc on a pu boire tranquillement. On était à 3, on était dans une belle ville, tu vois. Franchement, c'était des bons souvenirs. On reviendra. On va aller pour toi, Calice. En fait, la bonne surprise, c'est que le gars qui est venu, il est vraiment venu pour nous. C'est-à-dire qu'il est arrivé. Tu sais, on hésitait à sortir la table de merch. Il est arrivé, il a fait, hey, les gars, vous avez des trucs à vendre, moi je vais vous acheter des trucs, tu vois. Donc, tu sais, déjà super motivé. Il fait, ouais, vas-y, quoi. Il vivait le rêve, là, show privé. Écoute, c'est un peu ce qu'on a voulu lui donner, tu vois. On s'est dit, bon. D'ailleurs, Barbare, salut. Je sais pas si tu vas regarder ça, mais voilà, salutations à toi. Et donc, bah en fait, lui. Ouais, on s'est dit, on va lui donner l'expérience premium, tu vois, on va y aller à 100%. Et ouais, c'est ce qu'on a fait, tu vois. Avec Gaspard, je pense que c'était le Gaspard des grands soirs. Ah non, mais c'était trop drôle, franchement, en fait, j'ai passé une super soirée. Le mec était franchement gentil comme tout, il est venu dormir avec nous, et effectivement, il a pris le micro. Le taulier là, du bar, il est pareil, il est sorti de son bar, il est venu crier, il a fait un petit saut avec nous, là, tu vois, genre c'était sympa. Là là, on t'entend pas. On entend, c'est de l'autotune. On sent l'enthousiasme. Peut-être essayer le micro de ton ordinateur, on perd à rien à l'essayer. Là. Ah, je vais essayer, je pense que... Vas-y, on enlève ton casque, ça c'est... On tire le casque, je vais tomber. C'est déjà mieux, tu sais. Yes. Dis-nous un truc, Gaspard. Attends, parce que du coup, il nous entend plus. Mais ouais, on l'a perdu. Une seconde. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ah oui. Bah oui. On t'entend là pour le moment. C'est les gars sont mieux. Oui, on t'entend. Refais-nous ta réponse. Qu'est-ce que je disais? Bah oui, je disais que c'était génial quand même ce concert avec Barbare. Le Barbare est comme sorti de nulle part. Le taulier du bar, pareil, il arrive, il vient crier dans le micro. Il nous a servi des pintes jusqu'à pas d'heure. Écoute, même s'il y avait 3 personnes dans ce bar, moi j'ai quand même passé une super soirée, tu vois. Comme disait Piotr, on donne le 100%. On est là. Pour une personne comme pour 1000, comme pour 100, c'est pareil. Genre, on est là pour jouer, on est là pour casser le rock, mon gars. Hey mon gars, on aurait dû enlever tes écouteurs dès le début. C'est parfait à cette heure. Non, désolé là. Eh non, c'est parfait. Yes, fait que. Puis après, y a-tu d'autres un peu de périple à travers tout ça? Oui. Déjà, le premier show qu'on a fait, c'était à Paris, juste à côté du Moulin Rouge, tu vois, donc vraiment quartier dans le 18e. Ah, c'est le fun, ce quartier-là. J'ai eu la chance, j'ai été une fois à Paris, là, visiter là, 2 semaines, là, puis j'ai été voir un show au Petit Bain. Ok. De Municipal Waste avec Power Trip. Ça rentrait au poste en est. avec ma blonde enceinte. Ouais, on t'a au moulin. C'est une super salle. Oui. Alors, donc on était là et en fait on a eu la chance de jouer avec un groupe américain qui était en tournée qui s'appelle ASG. Okay. Salut à eux aussi. Vraiment super professionnel. Les mecs, en fait, pour eux c'était leur concert un peu de chauffe. Ils jouaient au Hellfest le lendemain. Ils sont arrivés. Ils sont plugués. Ils ont même pas fait de balance. Ils ont livré un set d'un professionnalisme. Là on était sur le cul. Okay. On était à l'école, tu vois. On a regardé le professeur donner la leçon. Alors, c'était vraiment super bien. Donc on a fait ce premier concert qui était un gros concert. Il y avait tous nos amis de Paris qui sont venus nous voir. Ensuite, les 2 concerts suivants étaient réussis aussi. Deuxième concert, c'était à Orléans, qui est une ville à une centaine de kilomètres de Paris. Super belle surprise. Les groupes vraiment excellents, une belle salle, très bon son. Troisième concert à Lyon, pareil, une grande ville. Ça s'est très bien passé.
on a profité pour se faire tatouer par une copine qui avait fait la pochette de l'album. Donc tu sais, on a essayé de faire plein de choses. Avec notre setup un peu original, on s'est retrouvé évidemment avec des problèmes techniques. Donc, je te passe les détails, mais on s'est retrouvé à courir dans un magasin de musique. On a le temps aux détails, hein? On est un podcast. Ah ouais, putain, mais on s'est retrouvé avec le show à 7h, à partir à 6h45 avec Fred, courir, le téléphone, allô, est-ce que vous avez cette pédale là? Ouais, sortez-la, parce que nous on va arriver, on va la payer, puis on va repartir avec, on a trop de discuter. Mais j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, tu vois. La quête, quoi. J'avais appelé un studio et tout. Alors déjà, tu sais, c'est le 5e studio que t'appelles pour trouver la pédale et tout. Alors le gars il fait non, j'ai pas. Par contre, mais c'est normal, tu m'appelles d'un numéro canadien et tout. Et le mec, tu sais, il comprend rien, il comprend pas. Tu dis ah oui, alors on est un groupe du Québec, mais on vient là. Mais il fait tu parles français, de quoi tu me parles? C'était l'aventure. C'était infernal. Bah, ça c'était une bonne leçon, tu vois. Pour le côté technique, pour l'avenir, on saura arriver préparé. En fait, c'est la course en permanence. Puis en fait, tu rencontres des gens sympas tous les soirs. Donc évidemment, tu te dis, je vais boire 2-3 pintes, je vais pas trop boire. Mais évidemment, tous les soirs, tu bois trop. Notamment à Lyon, on a fini à 4h, 4h30 du matin. C'était l'anniversaire d'un ami. C'était le lendemain, fallait se lever à 8h. Enfin, c'était vraiment fun. Et la vie de rockstar. La meilleure histoire, c'est celle du dernier concert, qui était un concert qu'on a organisé, je crois, en 4-5 heures. Et ça, c'est grâce à Gaspard. Ah ouais, improvisation totale. Je vais manger dans un ancien resto où je travaillais avant, tu vois, genre un petit resto chilien, super sympa, dans la banlieue parisienne. Je débarque là-bas, tu vois, genre boum, je bois une bière tranquillement. Et puis là, voilà, le patron qui me dit, c'est quelque chose pour la fête de la musique. Je lui dis, écoute, rien de prévu pour le moment, mais toi, ton bar, t'as rien de prévu? Le mec il me dit, non, rien. Je fais, bon, écoute, moi, je suis en tournée là avec mes collègues. Est-ce que tu n'aurais pas une petite place là pour nous, tu vois, genre, est-ce qu'on peut pas tirer une rallonge et vas-y, ce soir, on va te faire une fête de la musique sur ta terrasse, mon gars. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le mec il fait, vas-y, ok. Allez, j'appelle les boys. Tout le monde se met au taquet. On ramène tous les amplis, les machins. J'appelle 2-3 groupes de Paris, des copains que j'avais sur la scène parisienne, qu'on connaissait aussi, tu vois. Donc, un petit big up à Cerbère en passant, petit big up à Taylor Dancer qui sont venus pareil. Ils sont venus pareil. On les a appelés. Hop, ils ont décollé, ils ont mis le matos dans la voiture. Vroom, vroom. 2 heures après, on avait les amplis qui étaient posés sur la terrasse. Puis voilà, on a joué. C'était vraiment marrant. Puis là-bas, on a envoyé le métal sur tout le monde, c'était génial. Ah ouais, c'est clairement que ça devait être le fun pour de vrai. Tu sais, les meilleures soirées, c'est les soirées imprévues. Moi, je suis totalement d'accord, j'adore ça. Ça me rappelle le show de Doctrone qu'on avait vu à Fête de la musique à Paris, un 21 juin, avec Ayed God, Bongzilla et Son of Otis dans la rue, là, mon gars. C'était genre malade. On conduisait en fait là depuis le tourbus et tout machin, on montait depuis le tourbus, on se jetait là sur la route, enfin c'était insane. Mais donc tout ça pour dire quoi, les petits shows improvisés, c'est toujours une petite cerise sur le gâteau. Moi j'adore vraiment ces petites ambiances comme ça. C'est toujours là où tout le monde vraiment se lâche en fait, tu vois, j'ai l'impression. On avait les 4 shows de la tournée, puis en fait on a réussi, ça c'était notre dernier jour, on repartait le lendemain matin, et en fait on a réussi à s'organiser ce 5e show à l'improviste, quoi. Ah ouais, puis clairement, comme tu sais, le monde a bien répondu à l'appel, puis tout le monde a eu du fun, j'imagine. Ouais. C'était vraiment cool. Puis c'est vrai que de jouer en plein air, quoi, de jouer en extérieur, tu sais, c'est quand même le fun, quoi. On n'a pas trop eu l'occasion de le faire jusque-là, mais là il faisait beau. Tu sais, ça nous a juste chauffé pour l'année prochaine et les festivals. Là, on est chaud pour ça. Ouais, non, franchement, c'était bien. Puis ça aussi, ce qui était intéressant, c'est que du coup, on a dû jouer un peu moins fort, tu vois, parce qu'on était, donc on a appris à jouer un peu plus de façon un peu plus délicate, parce que t'as des passants, des gamins qui passent, là. On peut pas forcément mettre les amplis à 11, tu vois. Et en fait, ça rendait bien, hein. Ça rendait bien, les gens ils ont bien réagi, on pensait que les gens ils allaient boucher leurs oreilles, tu vois. Non, ils ont pris leur sludge, ils ont pris leur doom, ils en ont demandé, ils sont restés, tu vois. C'est ça, c'est pas un show de terrasse que t'as tendance à voir d'habitude, là. C'est clair que non, là. Le dernier groupe, lui par contre, il a pas joué moins fort, tu vois. Non.
Les enfants pleuraient, tu vois. Les mères partaient avec les enfants. Non, ne regardez pas ça. Les affreux cerbères. Non, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Moi, vous avez pas fait pleurer ma petite. Moi, j'ai une petite de 2 ans, là, puis elle a pas pleuré. Elle headbangait en écoutant. Ah, ouais. Puis, comment vous avez trouvé ça, justement, de. Tu sais, qu'est-ce qui était plus compliqué de. Oui, là, tu sais, c'était de booker, là, en ce moment, sur un autre continent, tu sais, que vous n'êtes pas. Mais, par exemple, vous venez de là, fait que vous avez des contacts déjà un peu, puis tout ça. Qu'est-ce que vous trouvez de plus difficile de booker là-bas que de booker ici, justement? Tu sais, ici, tu disais que l'accessibilité est peut-être plus facile, mais malgré que c'est quand même surchargé, tu sais, les shows, on sait que des fois, les shows sont vides parce qu'il y a trop de shows, puis il y a trop d'offres, puis là, on se ramasse que t'as personne à ton show, esti, parce qu'il y a 4 shows, esti, pareils qui se donnent sur le même coin de rue, là. Mais ça, on va dire, ça, c'est un peu le côté négatif de la facilité d'organiser des shows. Parce qu'en fait, en France, par exemple, nous, à un moment, on voulait, cette fête de la musique qu'on a réussi à organiser à l'improviste grâce à Gaspard. Au début, on voulait vraiment l'organiser nous-mêmes mieux, tu vois, on voulait trouver une salle et tout ça. On a commencé à chercher une salle, je crois, en mars ou en avril. Et on a mis, en fait, on n'arrivait pas à trouver, tu vois. Enfin, les salles, il y avait des salles qui étaient dispo, mais soit ils répondent pas, soit ils répondent trop tard. Et c'était assez frustrant, tu vois. Le côté positif, là, au Canada, enfin, par exemple, à Montréal, si tu veux booker une boîte, un concert au Turbo, au Piranha, au Trackside, au Barfly, ça va très très vite. Tu t'arrives avec ta date, j'aimerais faire un concert ce jour-là, oui, non, très bien, je vais voir le concurrent, tu vois, je vais voir le collègue. Donc ça c'est vraiment, ça c'est très agréable. Après, il y a des petites différences, tu vois, genre en France, par exemple, par contre, quand tu vas organiser le show, t'arrives dans la salle, t'es accueilli, bon, il y aura à manger, t'es accueilli à boire, comparé là c'est princier, tu vois, là voilà, le menu est là, tu vois, tu manges pas de viande, il y a pas de viande, tu veux des haricots verts et des haricots verts, il y a tout ce que tu veux. Ça c'est super. On te file à boire, on s'occupe de ton son. Il arrive que tu aies un endroit où dormir, comme à Lyon par exemple, on avait un appartement au-dessus de la salle. Enfin, tu as tout ce côté très organisé. Après, c'est vrai qu'au Canada, il nous est déjà arrivé d'arriver dans une salle. T'as 2 bières. Voilà, on rentre, on sort, tu vois, on n'a pas trop communiqué, tu vois, on n'a pas trop fait connaissance. T'as 2 coupons de bière. Donne-moi du type. Voilà. Non. ouais. C'est 2 approches. Puis, si on parle un peu plus de votre côté personnel à chacun, comment que vous avez rentré un peu dans cet univers musical-là? Tu sais, comment que la musique underground comme celle-là est rentrée dans vos vies quand vous étiez plus jeune? Vas-y, je peux. Vas-y. Tiens, vas-y, Gaspard, vas-y, je te laisse. Bah écoute, je sais pas, pour ma part, depuis tout jeune, en vrai, hein, je pense que je suis rentré dans le métal. Mon premier rapport avec le rock, je crois que c'est des vieux Led Zepp et tout ça, des Black Sabbath que mon père me faisait écouter dans la voiture, tu vois. Okay. C'était mon premier rapport un peu avec la musique, avec le rock, on va dire. Et un peu plus tard et tout machin, j'ai commencé à fouiller dans les bacs à CD quand j'allais au Leclerc avec ma grand-mère, tu vois. Et puis voilà, je trouvais genre j'ai acheté, je me souviens, Marilyn Manson à l'époque, un petit Offspring, des trucs comme ça qui m'ont rentré dedans. Puis en grandissant, en fait, j'ai envie de fouiller, tu vois, genre ça me suffisait plus, tu vois. Avec ce côté un peu macabre et tout ça, et je commence à lire des Mad Movies. Et là, je vois des photos de black metal. Je me dis, mais c'est quoi cette affaire? Et là, tu te renseignes un petit peu. Que des photos en noir et blanc, super obscures et tout ça. Dans le bois. Voilà, mais dans les mains, c'est pas propre. Là, j'ai capoté, mon gars. Genre, je comprenais pas ce qui se passait. J'ai pas compris tout de suite, hein, tu vois. Ça m'a mis un petit peu de temps, mais genre, j'étais quand même fasciné par toute cette imagerie, si tu veux. Et toute l'imagerie du black metal, comme ça, m'a tout de suite m'a pris, quoi, si tu veux. Et là, bah, j'ai commencé à fouiller, tu vois, les groupes, et puis tu croises un peu, tu te renseignes, tu vas en concert, tu prends des flyers. À l'époque, Internet, c'était pas encore tout ce que c'était non plus maintenant, tu vois, genre, c'était pas si facile de. Fallait quand même fouiller par toi-même, si tu veux. Fallait se renseigner aussi, aller en concert, discuter avec des gens qui écoutent ce type de musique pour qu'on te file aussi 2-3 groupes. C'est ça aussi qui m'a plongé dedans. Et puis après ça, bah, voilà, de concert en concert, tu fais ton éducation musicale, quoi. Ouais. Cool, ça. Puis pour moi, dans mon... les autres, ouais.
Ouais, bah moi dans mon cas, moi j'ai une histoire beaucoup plus commerciale parce qu'en fait, moi j'ai été attiré par les genres un peu plus underground du métal beaucoup plus tard. Moi c'était plus à l'époque là, genre les Sum 41 et tout au début, les Green Day là, quand j'avais genre 14 ans. Après j'ai commencé à découvrir la Slipknot, Rammstein. J'ai trouvé que ça déchirait. Puis après, moi il y a un groupe un peu qui a été clé, c'était Trivium. Genre en 2005 qui avait sorti un album qui s'appelle Acidancy qui est vraiment bien, qui m'a mis plus dans le métal classique, genre le metalcore et tout. Ouais, c'est ça. Après j'ai découvert Machine Head et tout, donc c'était métal mélodique, la death mellow et compagnie. Et puis après beaucoup plus tard j'ai commencé à m'intéresser. Au début je respectais pas trop le black metal parce que je comprenais pas justement cette esthétique. Et puis après moi j'ai été attrapé dans le truc, j'ai commencé à apprécier le romantisme là, et la poésie de ce genre là, c'est le côté un peu lancinant et tout. Et donc après je me suis mis là-dedans et ouais, donc c'était un peu ça, tu vois, mon cheminement là. Ok, cool. Ouais, moi je suis quand même plus vieux, donc en fait moi j'ai découvert la musique, le métal début années 90 en fait. Ok. D'abord avec Iron Maiden, c'était l'imagerie qui m'a plu. J'étais petit, je voyais ces t-shirts, je fais, oh, c'est génial, tu vois. Puis en fait, à force de rentrer dans l'imagerie, après bon, il y a eu Cannibal Corpse bien sûr, Morbid Angel, tu vois, des groupes avec une forte imagerie. Et en fait, ça m'a amené, alors par une voie un peu bizarre, mais ça m'a amené en fait au hardcore new-yorkais. Ok. Donc j'étais à fond Biohazard, Life Agony, Marauder. Ouais, tous ces groupes-là. Et donc en fait, j'ai toujours aimé le groove, tu vois, vraiment le côté un peu dansant du métal et assez urbain. Enfin, j'étais pas tant attiré que ça par le côté plus romantique que Fred et Gaspard mentionnaient. Et ensuite, bah de là, tout va très vite, tu vois. Je découvre la scène de la Nouvelle-Orléans, les Ayed God, Soylent Green, Acid Bass, et en fait, c'est vraiment plus ce côté-là on va dire du sludge qui me plaît. Et je pense que ça doit s'entendre aussi dans le son de Sum. C'est très groove. Il y a sûrement un peu de hardcore metal en fait, et puis ces espèces de gamme bluesy, puis ce groove un peu du marais, tu vois, du bayou quoi. Ça c'est vraiment ce que j'aime le plus. Ok, cool. Puis, à quel moment, mettons Gaspard, que toi tu décides que tu vas crier dans un micro, là? À quel moment que tu te dis, moi, c'est ça je veux faire ça, j'ai un intérêt vers ça. Tu développes la technique parce que c'est une crise de technique là, de faire justement du scream, puis tout ça. À quel moment que tu te dis que toi, tu vas être bon pour faire ça? Bah écoute, ça a commencé, je pense, quand j'étais au lycée, quoi, l'équivalent du secondaire ici, un truc comme ça. Mhm. À 13-14 ans, quoi. Il y avait une salle musique qu'on pouvait utiliser, quoi, une sorte de salle de jam, là. Il y avait les amplis, les batteries, les micros. Donc, voilà, tu te retrouvais des fois avec des mecs que tu connaissais vite fait. Ça faisait un petit peu de métal, là, comme ça. On gratouillait des trucs, on essayait surtout, hein, quand on était jeunes. On se scrape Moi, à la gorge. écoute, au début, tu te scrapes la gorge, tu vois. Et puis en même temps, j'avais cette envie bon, j'avais besoin, en fait, de hurler, quoi. Genre à cette époque-là, surtout, je pense que l'adolescence est une période un peu difficile pour certaines personnes, maintenant, en tout cas pour moi. Ça m'aidait, tu vois, si tu veux, à pouvoir. C'est un exutoire. Ça a toujours, et ça, depuis le début, je pense que ça a été un exutoire aussi pour moi. Et ouais, ça m'a permis finalement, en fait, tu sais, de pas avoir besoin de thérapie tant que ça, tu vois. Mhm. J'ai passé voilà, mes 15-20 dernières années, si tu veux, à hurler, mais parce que j'adore ça, ça me fait du bien, si tu veux. Genre, je trouve ça cool, ça me permet d'exprimer plein de choses. Et après, la technique, bah ouais, au début, tu te grattes un petit peu la gorge, mais en fait, je pense quand tu as l'intention, quand tu as réellement envie de donner ça, au début, tu te fais un peu mal, mais tu t'apprends vite, en fait, comment contracter ta gorge, j'aurais du mal à l'expliquer, si tu veux. Je pourrais pas te faire je pourrais pas faire une vidéo YouTube pour t'apprendre à chanter, mais effectivement, ouais, tu développes un truc, et puis avec le temps, bah, tu développes aussi des techniques pour pouvoir le faire à répétition aussi. Parce que crier une fois en concert, c'est cool. Pouvoir le faire 6, 10, 15 fois de suite, c'est encore autre chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, vraiment, bah oui, c'est prendre soin d'hygiène de vie, et puis ouais, prendre soin de sa gorge, quoi, quand tu cries, quoi, s'échauffer un peu. Yes. Puis Fred, à quel moment que tu commences à jouer de la batterie?
Moi, ça doit faire presque 20 ans. Moi, j'ai commencé à peu près au moment où je découvrais le métal. Donc, j'étais tout de suite en fait attiré par la batterie métal. C'est pas forcément le vieux rock et tout ça m'intéressait pas trop. Ouais, tu sais, la double pédale tout de suite, c'était ça qui m'a mis dedans, tu vois. Donc, je m'en rappelle, tu vois, quand j'étais ado et je passais, tu sais, des après-midi entières, tu sais, à faire les exos de double. Là, je regardais sur internet pour trouver des partitions de double, des exercices. Et, tu trouvais t'avais tout plein de, tu sais, par exemple Georges Colias qui est le batteur de quel groupe de Nile, qui est un énorme batteur là. Il avait, je me rappelle, tu donnais ton adresse email, il t'envoyait un PDF automatiquement avec plein d'exercices et je faisais ça comme un workout en fait, tu vois. Je faisais genre donc c'est comme ça que j'ai fait. Ensuite j'ai commencé, quand tu fais de la batterie très rapidement, faut que tu joues en groupe, sinon tu as tendance à tourner à vide quoi. Donc j'ai joué un peu avec mon frère, puis j'ai commencé à faire des groupes. Donc j'ai joué dans des groupes de death, des groupes de black. Et puis là maintenant avec Somme là c'est encore une nouvelle bête là parce que on fait beaucoup moins c'est beaucoup plus groovy, c'est beaucoup plus les structures, les signatures rythmiques sont beaucoup moins linéaires. Il y a des arrêts, des demi-temps qui sautent à gauche à droite et il y a beaucoup moins de doubles. Enfin c'est plus des petits coups, c'est pas des roulements entiers quoi. Donc pour moi ça a été un challenge là d'arriver là-dessus. Mais du coup c'est aussi un plaisir de jouer autrement quoi. Des nouvelles techniques. Puis, ouais, c'est ça. Et puis là, c'est clair, un des challenges que j'ai eu récemment, c'est que du coup là, comme on est trois là, on n'est pas, il n'y a pas de guitariste en plus là, donc il faut vraiment envoyer l'énergie quoi, parce que chacun a son rôle. Et donc moi le problème que j'ai, c'est que j'ai cassé mes cymbales une après l'autre là, parce que du coup tu sais, faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'aigus, parce que comme du coup pour compléter le son de Piotr. Donc là, pour moi, le nouvel enjeu, tu vois, c'est d'apprendre à pas casser les cymbales. Donc, t'as toutes les techniques de pas frapper au centre et tout. Au début, c'est plus dur, mais en fait, au final, tu t'y retrouves. Déjà, ça coûte moins cher, et puis ça sonne mieux, tu vois. Mais c'est le fun quand tu sors pas de ton show, pis à la place de te rapporter 100$, ça te coûter 400. Ouais, tu vois. Donc, donc vraiment, c'était un plaisir là de jouer avec Somme et puis d'être dans un power trio là. T'as pas le même rôle finalement. T'as pas le même rôle que dans un groupe où t'es 5 ou 6 en tant que batteur. Donc très très fun. Cool. Puis à quel moment aussi tu t'intéresses au son, justement, à l'enregistrement, au montage sonore, à tout ça? C'est à peu près en même temps. Après, en fait, ça fait tellement longtemps maintenant, et puis ça a pris tellement d'aspects de ma vie, parce que aussi dans le boulot, je fais ça aussi. Je respire ça tout le temps, donc j'arrive pas à me définir autrement que par ça presque. Mais ouais, c'était juste. Moi, je pense qu'il a vraiment été le déclic, c'est le jour où je me suis acheté une carte son en fait USB. Tu sais, au début des années, tu sais, au milieu des années 2000, il commençait à avoir des cartes pas chères là, les M-Audio et tout. T'es pas obligé de te ruiner pour. Et puis une fois que une fois que tu t'achètes ça, tu dis bon alors comment je fais? Bon, je mets la guitare à l'intérieur, tu sais, dans le truc micro. Ouais, ça sonne comme de la merde. Ok, comment j'améliore? Ok, il faut un ampli. Ça sonne comme de la merde. Ok, comment j'améliore le micro? Puis après tu dis j'ai tous les bons micros, ça sonne encore. Il faut mixer, il faut masteriser. Et puis en fait et puis et en fait, ce qui est assez addictif, et des fois, j'ai ce moment-là où vraiment, c'est une expérience unique. C'est quand t'as un album qui est, t'es tout fini, tout mixé là, t'as bossé dessus. T'es la seule personne dans le monde qui va l'écouter piste par piste en fait. Donc moi des fois j'écoutais ça, tu sais Winter Eyes, j'étais dans le mix à fond, paf, tu sais je mute le chant, je mute l'ampli guitare, je mute la basse, tu vois, j'écoute que la batterie. Tu vois, je suis comme un chef d'orchestre un peu, tu sais, je fais allez là. Et ça c'est une expérience, du coup t'as une expérience de l'album que les gens n'auront pas, tu vois. Et du coup tu te sens vraiment, là c'est vraiment l'aspect créatif, une fois que t'as déplié les câbles, t'as débugué tout, t'as aligné tout ce que tu veux, là c'est plus que de la créativité, là tu te sens comme le cuisinier, le cuistot, c'est un plaisir, tu vois. Et du coup maintenant que je fais ça depuis pas mal d'années, tu vois, on arrive vraiment à avoir des bons résultats, donc mais ça prend énormément de temps et d'énergie, quoi. Franchement, de se lancer dans le mixage d'un album, tu peux pas faire comme tu fais pour repeindre un mur. Faut vraiment être, même au niveau des émotions, faut être connecté pour comprendre ce que les gens ils veulent et puis être attentif aux détails. C'est très fatigant, mais franchement, ça vaut le coup quand tu obtiens un bel album. C'est une satisfaction que t'as pendant longtemps, quoi. Oh ouais. Puis ça serait quel instrument que tu préfères enregistrer? C'est-tu le drum ou c'est en un autre?
Ouais, je pense que c'est le drum, tu sais pourquoi? Parce que c'est peut-être celui qui est le plus difficile, parce que il faut au moins 6-7 micros pour faire un enregistrement de drum un peu moderne, jusqu'à peut-être 15 ou 20. Et c'est là que toute la stratégie de placer les micros qui compte vraiment. Et par exemple, ce qui est difficile, c'est que il faut que chaque micro, idéalement, tu veux capturer chacun des tomes et chacune des cymbales séparément, mais tu peux pas, parce que tous les sons se mélangent dans l'espace. Donc tu dois orienter les micros pour rejeter les sons, mais tu dois prendre en compte aussi que le gars il doit jouer. Donc tu veux pas mettre le micro de snare devant sa baguette, quoi. Donc tu dois trouver plein d'astuces là-dessus. Et en fait, tu fais des compromis, et quand tu arrives vraiment, tu sais, comme un puzzle, à mettre toutes les pièces et que ça a tout qui sonne bien, et c'est quand même une bonne satisfaction là. Et puis après le côté geek aussi, quoi. C'est le plaisir d'utiliser plein de matos, quoi. Tu sors 10 au micro. Je sais que moi, tu sais, je les sors de leurs écrans. De stock pour enregistrer un drum à 4000. Bon, tu sais, on peut pas trop se permettre ça encore. En fait, franchement, de ce que j'ai appris, c'est que tu peux vraiment faire un bon son avec du matos pas très cher. Ce qui compte, c'est il faut juste que chacun des maillons de la chaîne soit bon, quoi. C'est-à-dire, il faut un drum correct, des micros corrects, un mixage correct, du master correct, quoi. T'as beaucoup de groupes qui mettent genre tout leur oseille dans, tu sais, genre les instruments, et puis ensuite ça enregistre n'importe comment, puis à la fin ça sonne comme un album tu sais, genre un album de base et tout, alors qu'en fait le matos il est bon, même les compos sont bonnes, tu vois, c'est dommage. Ouais, mais c'est quand même ça, tu sais, ça monte vite, là, souvent, là, c'est pas trop long. Hey, je vais juste faire un petit shout-out, il y a quelqu'un qui vient de s'abonner sur notre page Twitch, fait que merci à I Love Gay Action, il aime ça qu'on dit son nom. Merci de ton abonnement Prime pour le petit 3$ que ça nous donne. Les gars... Piotr, je vais te laisser aller. Juste une chose, je voulais te poser, Fred, avant qu'on switch. C'est quel instrument que tu rêverais d'enregistrer? Alors, tu sais quoi? En fait, j'ai fait l'enregistrement d'un album de groupe d'amis qui s'appelle Fatima, dont on parlait un peu avant. Ouais. Et là, j'ai fait juste le mixage, j'ai pas fait l'enregistrement. Ils ont allé enregistrer dans un super studio à Rouen, à Paris là. Et c'est un album c'est du doom avec des inspirations exotiques en fait. Et il y a plein de percussions. Il y a par exemple, je sais pas si tu connais les derbuka. Donc c'est des percussions genre qui sonnent, mais c'est ultra impulsif. Et en fait, j'ai eu beaucoup de fun à mixer ça. Donc j'aimerais bien un jour me retrouver dans un studio là avec tout plein de percussions, et juste allez, vas-y, on va mettre des micros un peu partout, on va taper dessus, ça sonne, des choses que t'as jamais entendues, tu vois. Donc il y a pas de recette, donc t'es obligé tu sais, tu peux même pas faire c'est pure créativité. Je pense que ça me serait vraiment marrant, quoi. Mais je sais pas si on sera amené à utiliser des percussions africaines dans Somme, mais si on le fait, ce sera le fun. C'est votre projet, hein? Vous décidez de ce que vous introduisez. Ouais, créer un nouveau son aussi, gars. Puis, toi, ça serait quoi? Comment que t'as commencé à jouer de la bass? Ah mais moi ma réponse elle va être comme celle de 99% des bassistes, c'est il fallait un bassiste, tu vois. Tout le monde il y avait le guitariste, il y avait le batteur, il y avait le chanteur, tout le monde avait son boulot, puis le bassiste, toi tu voulais jouer de la guitare, mais il y avait déjà un guitariste. Ouais. Et ouais, mais écoute, voilà, j'ai commencé à faire de la basse parce qu'il fallait un bassiste. Avec mes amis, là, il fallait un bassiste. Et puis au fur et à mesure que tu commences à en jouer et puis à comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est de plus en plus appréciable, de plus en plus prenant, quoi. Tu vois, parce que tu fais l'idée, enfin, du moins moi comme j'aime faire de la basse, c'est vraiment l'espèce de lien entre la mélodie et le rythme. Donc au bout d'un moment, en fait, tu sais, t'es tout le temps en train d'essayer de réfléchir à des grooves, à des manières de placer. Et là, jusqu'à Somme, en fait, j'étais bassiste, tu sais, je jouais avec des guitaristes, en fait. Mm-hmm. Donc j'appuyais toujours beaucoup, voilà, j'appuyais toujours beaucoup les grosses caisses claires. Mais là, avec Somme, j'ai dû apprendre à jouer un peu différemment parce que là, il y a des riffs, il y a des vrais riffs à jouer. Donc j'essaie de combiner un peu les deux. Et il y a déjà une chose qui est un peu différente avec Somme qu'avec les groupes habituels, c'est que je joue au doigt, donc ce qui est pas typique pour un groupe de métal, encore moins pour un groupe de métal agressif comme le nôtre. Et puis là sur le prochain album, il y aura encore d'autres techniques. Je suis en train d'expérimenter un peu d'autres manières de jouer, un peu du slap, un peu des choses comme ça. Et ça donne encore un son différent. Donc voilà, là, je m'amuse vraiment bien. Là, c'est cool. Je redécouvre un peu l'instrument. Ah, nice. Puis c'est ça, c'est à force d'en jouer que tu as développé comme un amour pour cet instrument-là. Puis c'est le fun à voir ça parce que on entend souvent là, justement cette histoire-là de je commence à jouer de la bass parce on n'avait pas de bassiste, là, mais c'est le fun de voir ceux-là qui accrochent puis qui
finalement, asti, tu pourrais jamais leur enlever leur crise de bass, là. Ah non, mais c'est génial. Enfin, mais d'où mon envie de créer un groupe avec que de la basse. Ah Je oui, pense hein. que c'est un instrument qui mérite d'être au centre, d'être apprécié. C'est un super instrument, c'est un Ouais, instrument puis complet. c'est Puis souvent c'est ça qui arrive qui est plate, je trouve. Tu sais, le bassiste est souvent en arrière-plan sur le stage. Tu sais, si tu regardes des shows, des gros shows, c'est rare que c'est le bassiste qui est en avant sur le bord du stage à crier à la foule. Il est plus souvent sur le bord des amplis, connecté beaucoup au drummer. Tu sais, c'est souvent ça le rôle qu'on lui Ouais, ouais. donne. Puis c'est ça d'avoir un groupe justement comme ça qui la mette puis aussi bien de l'avant là aussi qui est le fun, c'est que tu sais j'ai jamais entendu une bass qui sonne comme ça. Tu sais, c'est comme autant que t'écoutes Primus, Chris, tu le sens nasty que c'est Ouais. Primus, ça a son, mais je trouve que vous allez justement, tu sais, vous découvrez, tu sais, le son se modifie un peu à chaque album EP que vous sortez. Ça se modifie, ça reste dans le même style, mais les sons changent un peu, mais vous trouvez votre son à vous à travers ça. Puis quand vous allez vraiment être sur le target, on pourra pas se tromper. Là, t'sais. Ouais, là, ça fait vraiment plaisir. Puis, est-ce que vous vous rappelez un peu votre premier album que vous êtes acheté avec votre argent? Oui. Ça, J'ai souvent, jamais regretté. c'est le moment gênant la plupart du temps. Non, moi, Oh, non, non, non. moi, je suis un grand fan de Prince et le premier album que j'ai acheté c'est My Name is Prince qui est pas un album super mais qui est quand même un album très solide et puis j'ai jamais regretté cet achat puis je suis resté à fond sur Prince. On a même enregistré une reprise de Prince avec Sam il y a Ouais. quelques temps. Mais ouais. Cool. Vas-y Gaspard, je te laisse parce que la mienne est tellement honteuse, je préfère que tu dises d'abord. Non, mais moi, je crois que c'était un CD de heavy metal que Ed Guy, je sais pas si vous voyez. Mhm. Ouais, c'est une sorte de power metal qui parle de dragons et tout ça. Très épique. Mais la pochette c'était génial, enfin très copié sur du Iron Maiden, quoi, mais une sorte de sous Maiden, quoi. J'avais vu ça à la Fnac, j'avais 20 balles, j'ai fait vas-y, quoi. Vas-y, j'ai un CD là. C'était quoi comme album, Gaspard? Tears of the Mandrake de Ed Guy, je te le ferai écouter. Et moi c'était It's for Kids 2000. J'avais acheté ça au supermarché avec ma mère et il y avait c'était l'enfer, c'était que de l'Eurodance et tout. J'étais jeune hein. Mais ça j'ai eu de la chance, ça m'a pas dégoûté de la musique. Après je me rappelle quelques mois après je m'étais allé m'acheter j'avais découvert plus du Sum 41 et tout et là ça me dit ah ouais en fait ça c'est quand même mieux. Et puis après Quand même, oui. voilà. Ouais. Mais je m'en rappelle, en fait en vrai c'était tellement naze que je m'en rappelle quoi. Je me rappelle j'étais acheté ah ouais en fait dépenser son argent c'est de la merde en fait. Les CD c'est de la merde. Puis non, en fait j'ai vite changé. Est-ce que c'est... Alex, c'est quoi par curiosité? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je demandais à Alex en fait, c'était. Pardon. C'est quoi? Le mien, c'est Ouais. c'est le CD de Bleed American de Jimmy Eat World. Ok. Mais c'est le premier band aussi que j'ai été voir en show. J'avais 9 ans ou 10 ans. Ma soeur, moi j'ai une soeur plus vieille que moi, de 8 ans, qu'elle était très dans le Exploited, Berrurier Noir. Elle écoutait beaucoup de ça. Fait que moi j'avais comme 5 ans, là, j'écoutais du Beru. Je chantais du Beru à 5 ans. Je demandais à ma mère de mettre la cassette de Beru dans le char. Puis ça la faisait capoter un peu, là. Mais Ouais. c'est ça, fait que puis moi un petit peu plus tard, moi j'ai été bien dans le skate punk puis le pop punk pendant une bonne année, tu sais comme mettons toute mon primaire, là, mon école primaire. Puis c'est ça, ma soeur avait trouvé des billets pour aller voir Jimmy Eat World puis elle m'avait amené voir ça, fait que c'était aussi mon premier show que j'ai vu. C'était bien le fun, ça m'a marqué. Puis après ça, là, j'ai tombé, là, j'allais voir des shows locales, puis j'ai découvert la scène hardcore underground avec, mettons, aujourd'hui, tu sais, je travaille avec un band qui roule depuis 89, là, qui s'appelle Self Control, qui est un band punk hardcore underground de Montréal, là, que ça fait 30 ans qu'ils roulent, les gars, ils ont 50, 52, 53 ans, puis c'est dans le trash durant qu'ils chantent, puis c'est encore de même, là. Mais j'ai pas mal baigné là-dedans, là, puis ça, aujourd'hui,
aujourd'hui, j'écoute beaucoup ça du hardcore un peu terror, Stick to Your Gun. C'est pas mal ce que j'écoute. Ou sinon, j'écoute plus vraiment du punk à la Guérilla Poubelle, Capable, tous des groupes comme dans ce genre-là. Cool. Puis j'ai eu une grosse. Là, moi, je suis un fan fini de Slipknot. Là. J'ai accroché quand j'ai découvert ça avec Left Behind. Quand que ça tournait à TV, les clips, quand il y avait des clips qui jouaient à TV. Là. Puis j'ai capoté. Puis encore aujourd'hui, là, je suis en Slipknot. Là, j'écoute pratiquement plus. J'aime découvrir des affaires comme vous, mettons, mais. Je vais pas écouter du métal, mettons, nécessairement, mais Slipknot sort de quoi, puis je suis comme, oh my god, Slipknot, asti, c'est bon, même si c'est plus aussi bon que c'était, mais asti, je capote. Fait que c'est ça. C'est pas mal ce que j'écoute. Puis, justement, tu sais, comme ce que vous. Tu sais, on m'a amené il y a pas longtemps un groupe français qui s'appelle Parjure, qu'on va faire une critique d'album dans pas long, qui est du gros beatdown. Puis, tu vois, comme je reconnecte avec un style de musique que j'écoutais au secondaire qui était plus justement du Bring Me the Horizon dans le temps de Pray for Plague, mettons, ou plus qu'est-ce qui était metalcore, deathcore, des affaires de même. Fait que là, on dirait que je redécouvre ça, puis avec le hardcore que j'écoute aussi, puis là, je tombe dans, mettons, Sum comme vous, que là, tabarnak, c'est un son complètement différent, mais qui rejoint aussi des sonos que j'entends dans ce que j'écoute, puis qu'il me fait vraiment apprécier, puis là, je découvre un nouveau genre, puis là, Chris, ça rentre dans mon écoute habituelle, tu sais. Ah, c'est cool. Bah ouais, parce que là avec ce que tu fais avec le podcast, t'as vraiment accès à plein de styles de musique. Ça, c'est pour de vrai j'ai jamais écouté de rap, puis depuis que le nouveau, là, qui fait lui, c'est un fan de rap québécois, là, puis là, depuis qu'il est dans le podcast avec moi, depuis décembre environ, là, j'écoute du rap keb, puis il y a des affaires que j'aime, puis je suis comme, j'aurais jamais aimé ça avant, mais ça a tellement ouvert mes horizons. J'ai reçu des artistes des compositeurs de musique contemporaine, classique contemporaine en entrevue, fait que j'ai vraiment ouvert les horizons, là, fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Là. C'est cool. Puis, c'est le fun justement de connecter avec des gens là, de cette façon-là, avec le podcast, ça permet ça, puis une entrevue d'1 heure, vous en aurez pas à radio, là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Puis, comment que ça se passe un peu un show de Sum? À quoi qu'on peut s'attendre quand on vous voit en show? L'énergie? À quoi? C'est quoi un show de vous autres? Bon, ça c'est pour Gaspard. La meilleure façon de le savoir, c'est encore de venir. Ouais, c'est sûr que vous allez me voir la face. Cool. Ah non, l'énergie, elle est positive. L'énergie, elle est positive. L'énergie, elle est métal, mais elle est énergique, c'est sûr, tu vois. Mais on est là aussi pour avoir du fun, tu vois. Okay. Genre, nous, on aime faire de la musique, on adore ça. On a envie de transmettre aussi la passion qu'on a pour ce truc-là. Là, l'idée, c'est de faire du gros son pour faire bouger les gens aussi, tu vois. Pour que les gens aient envie de sauter, envie de bouger, qu'ils aient envie de passer un bon moment, qu'ils aient envie de lâcher un peu prise, de pouvoir se délivrer un petit peu à ce moment-là, en dansant sauvagement. Écoute, moi, je vais te dire, c'est un peu ça l'énergie des concerts. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars. Donc, ouais, carrément. Bah, en fait, le truc, c'est comme on a commencé à faire déjà, on a commencé un peu à faire nos morceaux un peu dans notre coin. Tu sais, on n'avait pas de concert ni rien. On savait pas du tout à quoi s'attendre comme réaction des gens, en fait. Donc, le premier concert qu'on a fait, c'était à Paul's Boutique. C'était l'été dernier. Okay. Et en fait, la réaction était super bonne. Et on a vu que les gens surtout au Trackside, après on a joué au Trackside, les gens mochaient, les gens étaient à fond dedans, tu vois, et on a retrouvé cette énergie régulièrement, et en fait on s'est rendu compte, ah ouais, mais notre musique, en fait, les gens la ressentent, tu vois, c'est pas que de l'écoute. Et ouais, c'est génial, c'est vraiment une super réaction, quoi. Puis forcément, nous, après, ça nous entraîne aussi, on a envie de bouger aussi, mais c'est très positif, ouais, comme le dit Gaspard, il y a vraiment un échange, il y a un truc cool, quoi, tu vois. Tu vas pas nous voir avec des têtes énervées, mais tu vas nous voir bouger. Ah, cool ça. Puis, sur quoi vous aimez écrire, justement? De quoi vous aimez parler dans vos chansons, un peu? Ben écoute, moi j'écris les textes, souvent, on les relit tous et tout ça, on les adapte s'il y a besoin.
Mais globalement, c'est des tableaux de vie. J'ai écrit un peu sur ce qui nous entoure, tu vois, sur écoute, le travail, la dope, la vie qui est pas toujours facile en réalité, tu vois. On a beau tenir le cap, faire nos affaires et tout ça, et ça va pas si mal que ça si tu fais le bilan. Mais voilà, la vie, on voit aussi comment elle est. Elle est pas toujours rose, elle est souvent plutôt noire. Moi, j'écris un peu là-dessus, tu vois. J'écris des tranches de vie. J'écris beaucoup des tranches de vie en réalité, tu vois. C'est surtout des expériences qui nous sont arrivées ou des expériences passées. Enfin, c'est surtout inspiré du présent, inspiré de ce qu'on vit en fait. Hein. Ok. C'est vraiment ça, quoi. La réalité crue. Et un des trucs, c'est que par exemple pour Winter Eyes, on a écrit cet album-là en plein Covid. Et justement, c'était l'hiver. En fait, on a composé l'album en hiver. Et on voulait vraiment que ça retranscrive ce qu'on vivait. Donc moi, je m'étais fait licencier. Gaspard avait eu un accident de voiture. On en avait marre, tu vois, on était vraiment fatigués de pas pouvoir sortir. Et en fait, je pense que ça se sent dans l'album. Et on a vraiment voulu le faire passer aussi, tu vois. Donc les chansons traitent particulièrement de ça. On a un morceau qui s'appelle Winter of Some, où c'est Gaspard qui va au travail, tu vois, un gars, et qui essaye d'allumer son joint, mais il fait tellement froid qu'il n'arrive pas à utiliser son briquet, tu vois. C'est arrivé pour vrai, ça? D'aller trop les mains gelées? Ça arrive. C'est triste. Oh là là. Comment vous avez vécu ça, votre premier hiver au Québec? C'était l'enfer. Le premier, il est toujours bien en fait. Je veux te dire, le premier, il est cool. Tu dis, ah ouais, enfin, la neige et tout, c'est cool. Deuxième, le fun, tout le temps. Le troisième, encore un peu plus pire. Tu vois, genre, chaque hiver, il vient t'entamer un peu plus, tu vois. J'ai eu de la chance, je suis arrivé en mars, tu vois, donc j'ai vu un demi-hiver, tu vois, enfin genre un mois ou deux, donc ça a été une transition relativement facile, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai, tu vois, genre, je vois pas mal de gens qui arrivent au Québec, tu sais, par exemple en octobre ou en novembre, je fais oula, Vous êtes pas prêts, là? c'est pas le meilleur moment, tu vois, parce que ça fait que se dégrader pendant jusqu'à l'hiver là, mais en fait, c'est marrant, on dit souvent, là, les Français, ils ont une durée de vie de 4 ans ici. Tu sais, parce qu'on dit, apparemment, on n'est pas censé, on s'habitue pas, mais en fait, à vrai dire, moi, je commence à m'habituer aussi. Tu sais, je commence à apprécier. Tu sais, je me balade dans la rue, il fait froid, effectivement, t'as ton gros manteau, mais je sais pas, c'est quand même assez agréable tu switches aussi un peu dans ta tête, quoi. Tu passes en mode hiver. Je sais pas, moi, on fait aussi d'autres activités. Tu vois, c'est l'occasion de faire d'autres activités, de voir d'autres choses. Donc, non, c'est. Mais c'est. Tu sais, c'est. Qu'est-ce qui arrive souvent avec, mettons, à Montréal, justement? L'hiver, c'est tellement humide que ça transperce les vêtements. Tu sais, t'as ton manteau, mais ouf, tabarnak. Chris me semble qu'il fait frais pareil. Mais mettons, tu vas dans les régions un peu plus éloignées, si c'est pas humide, tu sors, il fait moins 30. Si t'es en coton ouaté, pis t'es quand même pas pire. Tu sais. c'est différent où ce que t'es au Québec. Si ça change le truc, mais Montréal, là, il fait moins 30 à Montréal, c'est pas le fun. Alex, si tu veux rigoler, en fait, on a enregistré une interview vidéo il y a 2 ans, pendant l'hiver. En fait, on s'était mis sur l'île Jean Drapeau. Ok. Et en fait, on fait semblant qu'il fait pas froid, tu vois. Mais ça se voit à nos têtes, on est très bizarre. Ouais, je me rappelle, j'avais un groupe avant quand j'étais, mettons, à la fin de mon école secondaire, puis on avait été prendre des photos, puis c'était pas l'hiver, mais les nuits commençaient, il faisait des moins, tu sais, la nuit, puis on était là, on essayait de prendre des photos, puis là, c'était le soir, puis on enlevait nos vestes, nos cotons ouatés pour être en t-shirt, mais tu voyais dans nos faces, c'est ah ouais, c'est pas de fun de prendre ta crise de photos, là. Ah, c'est pas le fun. Puis, ça pourrait être marrant enfin, excuse-moi, je veux juste dire, je pense que ça pourrait être marrant d'essayer de jouer un jour. Hein. J'ai vu quelques groupes qui jouent dehors, tu sais, avec les, tu sais, par exemple, il y avait Tesseract, là, un groupe de gent là qui jouait en Antarctique, là, qui s'était fait sponsoriser par, je sais plus, la Red Bull ou quoi. Tu sais, ils jouaient vraiment, tu sais, sur la neige, quoi, avec les tenues et tout. Alors, je sais pas comment les guitaristes ils font avec les médiators et tout, mais ça pourrait être marrant d'avoir cette expérience-là, un de ces quatre. Il en font, il y a comme des événements, mettons, de ski, qu'il y a des shows en bas des pentes de ski, que le monde sont là dehors, puis tu joues dehors avec tes instruments, ça a tous des gants coupés, là.
Hein? pour jouer de la guitare, puis tout ça. Mais je sais qu'ils font aussi à Montréal Noël dans le parc, je pense que ça s'appelle. Puis c'est comme une petite crèche qu'ils ont faite fermée. Fait que le Ben est au show, puis tout le monde est dehors pour jouer. Puis une année, il y avait le groupe Québec Redneck, Bluesgrass Project, qui vient de Saguenay, qui est du folk trash un peu, le folk sale. Okay. Puis ils jouaient, puis le monde ont défoncé les plexiglas de la crèche, puis tout le monde était rentré dans la crèche. Avec le band, en tout cas, le chaos était pogné. Walking Dead. Ouais. Puis, comment que vous trouvez justement la scène montréalaise comparativement à la scène européenne? Bah, elle est super vive, quoi. Il y a énormément de choses. Enfin, il y a des concerts tout le temps. On a rencontré plein d'amis, plein de groupes qu'on aime beaucoup. Non, c'est super stimulant. Après, il y a des bons groupes à Paris aussi. Mais tu sais que là, comme on se sent quand même assez nouveau, tu vois. Enfin, on était coincé dans notre local de répète. Là, on va à un concert, on rencontre des gens, on est vraiment ouvert, quoi. Donc non, c'est super. Enfin, on est super stimulé. Il y a des groupes qu'on écoutait déjà avant même de venir à Montréal. Moi, je pense à Mountain Dust puis Doctrone. C'était des groupes qu'on écoutait déjà à l'époque. Après, bah, d'autres groupes, Great Sabatini, Loch Ness, enfin, tu sais, vraiment des gros groupes, quoi. Donc non, il y a une putain de scène. Après, il y a des groupes plus petits aussi avec lesquels on a joué. Rat Peace, Obélisque qu'on aime beaucoup, Blister Sister, Kato aussi, Cellpress. Là, ouais, il y avait énormément de bons groupes. Ah, cool. Puis, est-ce que vous trouvez ça un peu, tu sais, tantôt, tu sais, vous avez sorti, mettons, 10 exemplaires d'un vinyle, vous avez sorti, vous sortez un peu du stock en petite quantité puis tout ça, mais est-ce que vous trouvez ça un peu dommage, justement, la transition, tu sais, qui s'en va, tu sais, le physique s'en va de plus en plus, puis tout est rendu numérique, ça perd un peu, tu sais, comme, tu sais, vous avez parlé souvent, justement, durant le podcast, que vous aviez acheté, vous aviez trippé sur un band à cause de la pochette de l'album, le artwork des albums qui vous a attiré. Est-ce que c'est de quoi que vous trouvez dommage, justement, qu'on est en train de perdre? Ben, ça faisait un peu partie de l'identité d'un band, ça fait partie, tu sais, du concept de l'album aussi. La pochette reflète souvent l'album. Il y a t'as les paroles, t'as un physique qui est intéressant, là, justement, avec ça. Mais en fait, on est à 100% avec toi là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que généralement, en fait, tous nos projets sortent en physique. Pour nous, c'est vraiment important d'avoir un visuel fort à chaque fois pour chaque sortie. Donc, généralement, on collabore avec des dessinateurs, avec des artistes. Même pour le premier EP qu'on a sorti, on a fait une illustration par chanson. Okay. Et on les a sortis un peu comme si c'était des singles, tu sais, des vieux singles 7 pouces, tu vois, à l'époque du punk noir et blanc, tu vois, bien sale. Et non, pour nous, cette esthétique est super importante. Et on cherche toujours on sort toujours nos projets en CD. On les fait à notre propre, enfin, on les sort nous-mêmes, donc on fait nos propres tirages. C'est des petits tirages, tu vois, le Winter Eyes, on a fait 100 copies. Là, le Blueberry Cash en CD, on en a fait 50. C'est tout petit, d'accord, mais les gens sont contents de les acheter, tu vois. Pareil pour les t-shirts, on essaye d'en faire. Et toujours avoir du beau visuel. C'est vrai que c'est important, en fait. Je trouve que c'est souvent, il y a des groupes qui font vraiment de la très bonne musique, mais qui perdent un petit peu à ne pas passer plus de temps à travailler aussi leur... mais je trouve que c'est une force de votre côté, justement. Vous sortez de quoi? T'sais, quand vous sortez de quelque chose, c'est pas juste une chanson. Là. Il y a justement un visuel, il y a quelque chose qui vient avec. Puis je trouve que c'est une force. Puis que justement, il y a des bands qui devraient s'inspirer justement de ça, puis de le pousser, parce que c'est justement, ça fait partie de l'identité. Puis vous en parlez, puis je trouve ça le fun que vous l'incluez dans ce que vous faites, vous. Je trouve, c'est de quoi qui vous a marqué, puis ça vous a influencé à le faire. Puis c'est le fun. C'est le fun de voir ça aussi. Moi, c'est de quoi j'apprécie, là, que plus qu'on nous en donne, plus que c'est le fun. Là. Carrément. Non, et puis aussi, c'est l'occasion, tu vois, à chaque fois, on essaie de collaborer avec des artistes très différents, qu'on rencontre par des moyens divers, tu vois. Donc c'est aussi l'occasion de rencontrer quelqu'un. Là, par exemple, l'artiste qui a fait la pochette de Blueberry Cash derrière moi s'appelle Fadzi Toussaint. C'est un musicien de grind malaisien. Je l'ai rencontré par Instagram, par hasard. En fait, je cherchais un artiste. Je voyais à peu près vers où on voulait aller pour ce projet-là.
et je suis vraiment tombé amoureux de son style, quoi. Il a un style très crasseux, très sale et en même temps précis. Et en fait, sur ce dessin-là, il a réussi à garder cette identité-là tout en faisant... en fait, il y a une patte un peu gravure médiévale. Ouais. Et en fait, ce mélange est excellent. Mais à chaque fois, en fait, on fait des collaborations pour la sortie de Winter Ice dans cassette. On a travaillé avec Cloport, qui est une tatoueuse de Lyon, qui justement nous a tatoué lors de notre concert à Lyon. Ouais. Et ça a été une super rencontre aussi. Donc en fait, je trouve que le visuel, ça permet en fait ça donne de la profondeur au groupe, puis ça permet de continuer un peu l'aventure, tu vois, en dehors des concerts. Tu sais, l'aventure un peu humaine, tu vois. Et voilà, tu rencontres des gens, tu fais un truc ensemble, c'est super cool. Yes. Hey les gars, ça va faire quasiment 1h20 déjà qu'on est là. Je vais faire jouer deux chansons de vous. Donc, ben, il y en a un que c'est un cover, là. Je trouvais ça intéressant comme cover, votre cover des Ramones. Yeah. Puis je vais faire jouer aussi Seasick Six. Je sais pas si vous voulez nous en parler un peu de ces deux chansons-là avant qu'on fasse jouer ça. Bah, la reprise des Ramones, je vais en parler parce que c'est vraiment moi qui ai lobé pour qu'on en fasse la reprise. Et puis je laisserai Gaspard parler de 666. Non, bah, je suis un gros fan des Ramones et j'adore cette chanson qui est Pet Sematary. Ouais. Bah, j'adore le film aussi. Puis je trouve que c'est une période des Ramones qui est bien intéressante, qui est pas forcément celle la plus appréciée. C'est celle fin 80, début 90, où les Ramones allaient un peu vers MTV, faisaient un son un peu plus pop. Il y a d'autres morceaux comme I Wanna Live aussi, ou Poison Heart, qui sont un peu dans cette même mouvance-là que j'apprécie beaucoup. Et en fait, je trouvais que pour Winter Ice, pour finir l'album, en fait, je trouvais que le texte de Pet Sematary, en le tweakant un petit peu, parlait vraiment très bien de ce qu'on vivait pendant le Covid. Okay. Parce que le refrain, c'est tu vois, je veux pas revivre cette vie, tu vois. Mm-hmm. Je veux pas ressusciter. Et bah, nous, on voulait pas revivre cette vie, tu vois. On voulait bien passer un hiver enfermé, mais pas deux. Et donc, c'était un peu une manière, on va dire, subtile, ou du moins, on essayait d'être subtil, de parler du Covid sans faire une chanson trop directe. Ok. Mais c'est intéressant d'amener ce point de vue-là, de votre côté, de ça. Yes, puis pour... Oh, t'es muté. Ah, le mute. Toujours mute. Ok. Yes. Ouais, bon. Ouais, moi et mes problèmes de son. Moi et mes problèmes. Jusqu'à la fin, yes. J'arrive avec. Bah, tu sais, en parlant de problèmes, voilà, c'est 666, tu vois. Bah, j'ai écrit cette chanson. Parce que à cette époque-là, je lisais pas mal Lovecraft. J'étais pas mal aussi ambiancé sur tout ce qui est Cthulhu et compagnie. Cette chanson, je l'ai un peu écrite, c'était un jour de pluie, tu vois. Il pleuvait, donc j'étais un peu dans une espèce d'ambiance un peu maritime, si tu veux, tu vois. Okay. J'aime beaucoup cette ambiance de navigation, de vieilles légendes et compagnie, tu vois. Et franchement, c'est venu tout seul, tu vois. Et j'ai commencé à faire un morceau un peu sur Cthulhu et sur une équipe de recherche, tu vois. Je m'imaginais déjà sur mon bateau à fouiller l'Antarctique, à fouiller les 7 mers pour trouver quelque chose. Okay. Un trésor ou la mort, ou rien du tout. Tu vois. Cool. Puis, en découverte, vous nous avez amené Fatima, justement, que vous nous avez parlé avec la chanson King of the Rats. Fred, je te laisse en parler, vu que tu as travaillé là-dessus en particulier. Ouais, alors Fatima, c'est donc un groupe, comment je pourrais dire, de doom, stoner, très influencé de musique orientale en fait, okay. Et avec une voix très particulière, donc pas de voix hurlée, mais des voix plus à la, enfin, je dirais entre intermédiaire hurlée, clean, un peu à la Kurt Cobain. Mm-hmm. Et donc là, c'est leur dernier album qu'ils ont, où ils ont vraiment fait un step en termes de composition et puis même en termes de son, ils ont enregistré ça dans un grand studio. Et ouais, donc King of the Rats, c'est un de mes morceaux, peut-être mon morceau préféré d'ailleurs de l'album. Donc avec des refrains ultra catchy et puis un son quand même des guitares ultra saturées. Donc ouais, c'est vraiment un super album. Là, ils ont pas mal de succès avec, donc je suis content d'avoir travaillé dessus. Et puis un petit big up à Antoine qui nous a filé des t-shirts et des CD là quand on l'a vu au concert à Paris. Donc voilà, ça fait plaisir. Puis on se soutient mutuellement. Donc je pense qu'on va pas tarder à jouer avec eux à l'occasion là dès qu'on va pouvoir voyager un peu. Et puis, voilà. Donc je pense que vous allez apprécier.
Parfait. Merci beaucoup, les gars, de m'avoir écrit pour venir sur le podcast. C'est une super découverte. Je suis content de jaser avec vous de votre projet puis tout ça, puis de le partager aussi avec nos auditeurs. Je vous laisse plugger ce qui s'en vient pour vous, puis après ça, on va écouter de la musique. Avec plaisir. Déjà, merci beaucoup Alex pour l'invitation. C'était super cool, on a passé un très bon moment. On n'a pas vu le temps passer. Et puis là, les projets pour nous, c'est un concert le 16 juillet à Ottawa. Ça va être la première fois qu'on va aller en Ontario. Donc on va avec Blister Sister, Rat Peace de Montréal, puis on va être rejoint par un groupe local d'Ottawa qui s'appelle Ottawa, le bien nommé. Et ensuite, on va faire un peu une pause de concert pour s'enfermer dans la Sun Cave. On veut préparer notre prochain album. Il est écrit, il est prêt, il n'y a plus qu'à l'enregistrer. Donc voilà, on va revenir en fin d'année avec l'album. Bon, puis vous allez nous envoyer ça, puis vous allez nous le présenter? Oh oui. Avec plaisir. Fait qu'on se fait une autre petite soirée d'enregistrement, mais que vous sortez ça. Pour du bruit à mes oreilles. Mais où est-ce qu'on peut vous suivre? Facebook, Instagram? Ah oui, bien sûr. Voilà. Tu fais bien de me rappeler, exactement. Soyons pro. Alors, le nom, c'est Sum The Band. Sum, SEUM, THEBAND, tout attaché. On est sur Instagram, on est sur Bandcamp, on est sur Spotify, sur Facebook. Voilà, vous pouvez nous écouter, vous pouvez nous suivre sur Instagram, on poste régulièrement. Vous allez suivre nos aventures de groupe expatriés au Québec et puis comment on évolue au jour le jour. Yes. Fait que pour du bruit à mes oreilles, c'est partout Facebook, Instagram. Vous voulez nous encourager monétairement, Patreon puis Twitch, c'est les meilleures places. Merci les gars. C'était super belle rencontre. Puis j'ai hâte que vous venez nous présenter votre prochain album. J'ai hâte de découvrir où est-ce que ça s'en va, votre projet. Puis on se reparle la semaine prochaine pour un podcast, un autre podcast de Du bruit à mes oreilles. Je sais pas c'est qui je reçois. Je vais falloir que je check ça. Puis si vous voulez, ceux-là qui sont sur le live, samedi, on est en direct du Traxid à Montréal. Vous nous écrivez en privé pour avoir l'adresse. Et si ça vous tente de passer 24 heures avec nous autres, le 16 au 17 juillet, on fait un 24 heures live sur Twitch. On va avoir une vingtaine de bands en entrevue qu'on va passer back à back. Fait que si ça vous tente d'être là et de jaser avec nous autres, connectez-vous sur Twitch le 16 juillet à partir de midi. Fait que on se voit là-dessus puis on se laisse sur vos chansons et la chanson de Fatima. On se laisse à la prochaine. Merci les gars encore. Merci beaucoup Alex. Merci. À toi. Ciao.